Je peux peut-être commencer par me présenter, comme ça, le temps de mettre le diapo. Donc moi, je suis Anaëlle Join, je travaille à l'adresse Normandie et je coporte avec certains de mes collègues ici le programme Les Sentiers, donc c'est dans ce cadre qu'on a imaginé ce webinaire aujourd'hui. Je laisse la parole à Émilie pour se présenter aussi. Oui, bonjour. Moi, je suis donc Émilie Pétavin d'Atis, donc une des structures dans le KIF, qui est le collectif donc des incubateurs. Et donc, nous, on est sur la Nouvelle-Aquitaine. Et avec nous aujourd'hui, il y a aussi Lucas Perrier de Rhône-Alpia, qui est donc sur le Rhône-Alpes à Lyon, qui va nous aider, qui est aussi dans le programme et qui va nous aider aujourd'hui sur tout l'aspect technique des webinaires. Donc merci à lui d'être là également. Donc on est aujourd'hui tous réunis pour le thème comment financer et adapter son modèle économique lors d'une implantation en milieu rural. Donc c'est un sujet voilà, où on va pouvoir montrer les enjeux du financement, du modèle économique, les freins, les leviers induits par le territoire spécifique rural et s'inspirer aussi d'initiatives, de structures qui ont déjà pas mal d'expérience dans ces territoires-là, qui ont déjà essaimé. Voilà, donc il va y avoir plusieurs parties qu'on va vous présenter au fur et à mesure. Mais déjà, avant de commencer, on voudrait revenir un peu plus sur les règles de la visio. Important. Donc, je vous rappelle que ce serait donc ce qui est bien en visio, c'est de pouvoir couper son micro, parce que là, on est quand même 56 déjà. Donc, pour que ce soit assez fluide, je vous demanderai de tous couper votre micro. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, notamment à la fin. On aura un grand temps où vous pourrez prendre la parole si vous avez des questions. Vous pouvez également les poser dans le chat, parce qu'on va pouvoir en prendre une ou deux entre les interventions. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main pour les questions à la fin et sinon à les poser dans le chat au fil de l'eau. Et enfin, vous rappeler ou vous dire plutôt que le webinaire est enregistré. Donc voilà, si vous ne voulez pas apparaître dessus, n'hésitez pas à couper votre caméra. Voilà, il sera disponible en replay ensuite. Donc si vous avez des collègues ou des connaissances qui voulaient le regarder mais qui ne peuvent pas, vous pourrez leur envoyer. Voilà, donc on compte sur vous pour respecter ces petites règles qui sont importantes sur la visio. Donc pour démarrer, on va déjà vous parler du KIF, parce que c'est le collectif pour lequel, qui porte les sentiers aujourd'hui et pour lequel on est tous réunis ensemble. Donc le KIF, si vous ne connaissez pas, c'est une alliance de 10 structures d'accompagnement en France. Donc là, vous en connaissez peut-être dans votre territoire, mais donc il y a le Labo des partenariats à Strasbourg, il y a Rhône-Alpia, il y a Intermed, Première Brique, Atis, les Écosolis, Entropia ESSEC, Make Sense et l'adresse. Donc, qui sont toutes des structures de l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire en France et qui ont choisi de se réunir, de faire collectif, faire alliance pour porter une voix et des programmes d'accompagnement qui sont sur divers sujets. Leur rôle, c'est vraiment de détecter, de sélectionner, d'accompagner des entreprises sociales et de porter des programmes qu'on ne pourrait pas forcément porter seuls, qui ont une volonté d'être nationaux et d'avoir une portée un peu plus grande que nos territoires respectifs. Donc en termes de projets lancés, par exemple, il y a Épilogue, c'est un programme autour du changement de regard sur la mort, vous en avez peut-être entendu parler. Donc voilà, l'idée c'était de travailler cette filière-là qui était émergente et d'en faire à la fois une communauté et un programme d'accompagnement. On est aussi partenaire du programme de la MSA Inclusion et Ruralité qui accompagne sur les territoires ruraux des projets alimentaires et en lien avec l'insertion. On travaille aussi sur l'évaluation d'impact social des incubateurs, qui aura vocation ensuite à servir à tous les incubateurs, même ceux qui ne sont pas dans notre alliance. Et enfin, le programme Les Sentiers, pour lequel on est réunis aujourd'hui, qui est un programme d'accompagnement à la préimplantation dans les territoires ruraux. Donc voilà, cette année, on a accompagné 11 lauréats, dont certains sont là aujourd'hui, dont une d'ailleurs va témoigner, pour s'implanter dans un nouveau territoire rural. Voilà, donc c'est un programme national et collectif et individuel. Si vous avez des questions sur ça, d'ailleurs, on pourra être présent à la fin pour répondre à ces questions-là à la fin du webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas, il y aura une saison 2 l'année prochaine. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn et sur le site internet si vous voulez avoir plus d'infos sur le KIF.
Je laisse la parole à Émilie pour la suite. Merci Anaëlle. Donc en fait les constats, pourquoi on s'est lancé sur les sentiers, pourquoi voilà, on travaille et on accompagne sur l'essaimage en milieu rural. Au départ, il y a vraiment cette question de se dire qu'en France, donc il y a les territoires ruraux qui représentent 88% du territoire français, 33% de la population, avec chacune bien sûr des spécificités en milieu rural par rapport à l'histoire, la culture, les habitants. Mais il y a toujours des questions en fait qui reviennent, qui peuvent être similaires, que ce soit au niveau des habitants, par exemple sur les questionnements de comment se déplacer quand on a de faibles moyens, comment accéder aux soins sur mon territoire. Il y a aussi des questionnements qui reviennent souvent au niveau des territoires, par exemple sur comment rendre leur utilité au logement ou aux locaux vacants, comment protéger la biodiversité, par exemple, sur les espaces naturels ou comment disposer de services et commerces similaires. Face à ça, on a des innovations sociales qui existent sur d'autres territoires. Donc, il y a des réponses possibles à ces besoins sociaux et environnementaux. Et on pense au niveau du kiff, et c'est pour ça qu'on a monté les sentiers, qu'il y a une possibilité de généraliser ou en tout cas de faire circuler ces innovations sociales sur les territoires, pas en faisant du copier-coller, mais en adaptant ces modèles en fonction du territoire, en adaptant que ce soit leur modèle économique, que ce soit les coopérations avec les différentes parties prenantes sur ces territoires-là. Donc c'est pour ça qu'on a, voilà, on a monté les sentiers pour vraiment favoriser l'essaimage en zone rurale des entreprises sociales. Donc l'accompagnement qui a été réalisé depuis donc là en 2024, depuis juillet 2024, il y a un accompagnement, donc Anaëlle le disait, de 11 structures avec un accompagnement collectif national pour organiser l'étude de faisabilité, prioriser, donc choisir les territoires d'implantation, donc territoires ruraux, et puis également un accompagnement sur mesure une fois que le territoire était choisi, de travailler précisément avec ce territoire-là pour rencontrer les partenaires et pour commencer à adapter son modèle pour pouvoir proposer son action sur ces territoires ruraux. Et en plus, du contenu sur la ruralité, comme par exemple aujourd'hui ce webinaire sur le modèle économique, mais également comme celui qui a eu lieu il y a quelques semaines sur l'appropriation en milieu, l'appropriation locale, pardon, en milieu rural. Donc voilà sur enfin voilà sur le quota et le programme Les Sentiers et le kiff. Je voulais remercier nos 4 intervenants là qui vont intervenir juste après. Donc on a sur les intervenants qui vont présenter, que ce soit les enjeux ou illustrer avec des exemples inspirants. Donc on a Cécile Daclin qui est déléguée générale de la Fondation RTE. La Fondation RTE, elle a une action sur tout ce qui est cohésion sociale dans les territoires ruraux. Et elle a été créée par l'entreprise RTE, donc qui est une entreprise de service public qui a des missions liées à l'aménagement et l'alimentation en énergie. Interviendra également donc Morgane Lang, qui est responsable des pôles territoires et création à l'Avise. L'Avise, alors beaucoup de personnes connaissent, mais je le redis, c'est une association qui a été créée en 2002 et qui accompagne le développement de l'ESS et de l'innovation sociale et qui est un super centre de ressources nationales et de compétences. Cécile Gouezé, qui est chargée de mission partenariat chez Habitage, qui donc crée des habitats seniors solidaires en cœur de bourg, et Nicolas Bloin, qui est co-directeur d'Avo Soins, qui agit donc Avo Soins, c'est une association qui agit contre les inégalités d'accès aux soins par des centres de santé polyvalents et des unités mobiles de prévention. Donc merci à vous 4 d'intervenir lors de ce webinaire. Et sans attendre, on va commencer donc la première séquence parce que là on a les 2 séquences, Anna le disait, donc une introduction croisée sur les enjeux de la ruralité, du modèle économique en ruralité, avec une mise en perspective de l'ESS dans les territoires ruraux et puis les constats et enseignements sur les financements de projets en ruralité, et puis après un temps d'inspiration avec des projets expérimentés dans l'essaimage en milieu rural avec Habitage et à vos soins. Et donc tout de suite je passe la parole à Morgane et Cécile sur le regard croisé sur les enjeux du modèle économique en milieu rural.
Merci Émilie. Donc, enchantée Morgane Lang, responsable des pôles territoire et création à la VIS. Comme le disait Émilie, la VIS donc, est un acteur national dont la mission est de développer l'ESS innovation sociale en France et en Europe. On le fait notamment à travers le centre de ressources avis.org, qui est une référence pour les porteurs de projets d'ESS. Et donc, plus largement sur nos activités, on oriente les porteurs de projets à différents stades de leur projet d'ESS. On accompagne des entreprises de l'ESS également, quel que soit leur stade de vie. On anime des communautés nationales d'accompagnateurs de l'ESS et de l'innovation sociale et on finance des projets nationaux de l'ESS en tant qu'organisme intermédiaire du FSE+. Donc je vous remercie vraiment pour cette invitation parce que l'ESS dans les territoires ruraux, c'est un sujet qui est très important à la VIS. Et puis sur le pôle territoire, notre mission est de faire de l'ESS un levier clé du développement local, de valoriser la place de l'ESS dans les territoires ruraux, son appui à l'attractivité des territoires ruraux. Et on mène notamment le projet Tresson, qui nous permet d'identifier et valoriser la place de l'ESS dans les territoires ruraux. On va en parler juste après. Mais on appuie aussi des programmes comme ceux de la NCT, les petites villes de demain, pour pouvoir accompagner les élus de communes rurales sur les sujets liés à l'ESS. Donc en ce début de webinaire, je suis ravie d'intervenir pour prendre un moment afin d'apporter un éclairage synthétique, j'espère, sur la place de l'ESS en zone rurale et ses spécificités sur ces territoires. L'ESS en zone rurale répond à des besoins qui sont des besoins locaux, qui sont peu mal couverts, mais en même temps doit relever des défis structurels en matière de modèle économique et de financement. Donc juste pour rappeler rapidement la place de l'ESS dans les territoires ruraux, l'ESS en milieu rural est un acteur clé de l'emploi et des services. On l'a vu à travers le projet Tresson mené par l'ALIS et le RTES, et notamment une étude publiée dans le cadre de ce projet rédigé par le Conseil national des CRES en 2019. En France, environ 20% des structures d'ESS sont implantées en zone rurale. Ça représente donc un acteur clé de l'emploi, des services, et on voit que les structures de l'ESS représentent entre 9 et 10% de l'ensemble des établissements ruraux. Donc il y a une vraie place de l'ESS sur ces territoires, et l'ESS génère souvent une grande proportion des emplois locaux dans ces territoires ruraux. Par exemple, sur des départements comme la Creuse, le Lot, l'ESS représente un emploi sur 4 dans l'économie locale. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que l'ESS, dans les territoires ruraux, est présente à travers des secteurs d'intervention très, très divers, avec des activités qui sont souvent essentielles pour les territoires. Donc, sur le médico-social, on a par exemple les EHPAD associatifs, les services d'aide à domicile, les circuits courts, l'agriculture durable à travers les AMAP, les coopératives agricoles historiques, et les services de proximité, épicerie solidaire, transport à la demande. Voilà, ça peut prendre encore bien d'autres formes. Et puis, ce qu'on trouvait aussi intéressant de rappeler, c'est que on voit que l'économie sociale et solidaire en milieu rural est plus résiliente que le reste de l'économie dans ces territoires. Ça s'est vu par exemple pendant la crise économique de 2008. Entre 2008 et 2015, l'emploi dans l'ESS a augmenté de près de 5% dans les zones rurales, alors qu'il a chuté pour le secteur public, le secteur privé, entre 2,5 et 8% pendant la même période. Donc, ce qu'on voit quand on parle de la place de l'ESS dans les territoires ruraux, c'est que les projets de l'ESS favorisent une économie durable, de proximité, qui encourage la coopération au service des territoires et qui favorise aussi l'engagement citoyen. On le voit dans des projets comme les épiceries participatives, les cafés coopératifs, l'habitat partagé, on en parlera tout à l'heure, les ressourceries, tiers-lieux, voilà, tout ce type de projets qui permettent d'encourager la coopération. Et puis l'ESS dans les territoires ruraux a donc cette résilience, mais quand même des défis qui persistent, parce que malgré l'ancrage local fort et l'aspect coopératif dont on parlait des structures de l'ESS dans les territoires ruraux, elles sont confrontées, ces structures de l'ESS, à des difficultés spécifiques à ces territoires, notamment, on va le voir, la faible densité de bénéficiaires, qui complique notamment l'atteinte d'un équilibre économique, et puis une possible dépendance pour certaines structures à des subventions publiques qui peut impliquer une fragilité ou une instabilité financière.
Donc je voulais juste reprendre le temps aussi de parler des impacts de l'implantation en milieu rural sur les modèles économiques et financement. Je pourrais pas aller très loin, mais rappeler un petit peu les grands enjeux quand une structure de l'ESS s'implante en milieu rural. On le voit, ces structures obligées de composer avec des contraintes qui influencent directement le modèle économique. Donc on parlait des faibles densités de population, de bénéficiaires. Dans le milieu rural, les publics sont moins nombreux, souvent dispersés. Et dans ce cas, les structures de l'ESS peuvent avoir plus de mal à atteindre un volume suffisant de bénéficiaires pour couvrir les frais fixes. Pardon. Ça peut également impacter des opportunités de mécénat, de partenariat avec des entreprises locales qui, parce qu'il y a moins de population, de bénéficiaires, peuvent avoir moins d'intérêt à intervenir sur des zones moins densément peuplées. Au-delà de la faible densité de population des bénéficiaires, une autre difficulté qu'on peut voir quand on s'implante en milieu rural, c'est que les collectivités locales vont avoir des capacités de financement parfois un peu réduites ou restreintes. Donc les communes rurales, pour les nommer, ont parfois des budgets plus restreints et moins de moyens pour cofinancer des projets d'ESS. Et ça peut entraîner parfois une difficulté à sécuriser un soutien financier pérenne. Voilà, parce que conditionné à la situation budgétaire de ces collectivités. Je voyais une petite main levée, j'espère qu'on pourra prendre les questions après. En tout cas, voilà, sur un troisième point, peut-être au-delà des deux premiers, donc la densité de population et les capacités de financement des collectivités locales, c'est aussi le sujet toujours de la dispersion géographique dont on parlait tout à l'heure, qui peut entraîner des coûts logistiques plus élevés pour les structures qui s'implantent dans ces territoires. Voilà, pour le transport, notamment dans les activités type service d'aide à domicile, ou le fait d'avoir des équipes qui vont devoir se déplacer sur des périmètres plus larges, qui peuvent avoir des frais de déplacement, de coordination. Voilà, donc on le voit que pour certains projets de l'ESS, je vais pas rentrer trop dans trop d'exemples, mais je pense à Mobicop Solidaire, qui est un projet de la coopérative Mobicop qui avait été soutenu par l'AVIS en tant qu'organisme intermédiaire du Fonds social européen Plus dans une précédente programmation. Donc Mobicop Solidaire, donc face à un nombre d'utilisateurs potentiels limité, ça réduisait donc le nombre de trajets possible que proposait ce projet de mobilité solidaire. Et donc, ça pouvait créer des revenus moins importants pour couvrir les coûts opérationnels, type de développement de la plateforme, développement technique de la plateforme. Et la coopérative devait compenser ces revenus moins élevés du fait de la dispersion et la faible densité de population, en cherchant des subventions, en hybridant son modèle et en développant des partenariats publics. Voilà. Et puis peut-être pour terminer sur une note plus positive, certes, il y a des difficultés quand on s'implante dans le milieu rural, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités qui sont offertes par le milieu rural et qui ont des conséquences sur le modèle économique, qui permettent de tirer parti de cet environnement pour renforcer le modèle éco. Notamment l'accès facilité aux fonciers, aux infrastructures, donc soit parce qu'il y a un coût réduit, mais aussi parfois parce que les collectivités, les communes rurales vont vraiment mettre la main à la pâte pour le coup, pour permettre à des projets utiles socialement de s'installer, de prendre place. Et donc on voit pas mal d'initiatives comme ça, de collectivités en milieu rural qui vont faciliter l'accès. Par exemple, c'est le cas parfois pour les jardins de cocagne qui ont souvent accès à des terrains mis à disposition par des collectivités rurales à coût réduit. Mais il y a aussi une plateforme qui s'appelle Récolte où vous pourrez retrouver plein d'initiatives comme ça pour ce qui est de l'accès aux terres agricoles. Enfin, sur un autre aspect d'opportunité, les territoires ruraux, par leur spécificité, attirent aussi l'attention de financeurs publics, privés, qui, eux, sont sensibles à la revitalisation des zones rurales. Et donc, il y a des programmes spécifiques européens comme LEADER ou les fonds FEDER qui financent des projets d'ESS répondant aux besoins de ces zones rurales. Je pense qu'il y aura un prochain webinaire axé sur ces sujets. Il y a aussi des fonds territoriaux de certaines régions, départements, et puis il y a des fondations privées, comme la Fondation RTE qui est présente aujourd'hui, qui soutiennent prioritairement des initiatives en milieu rural. Donc voilà.
sur ce sujet. Il y a une cartographie des financements européens qui a été développée par l'AVIS que vous pourrez retrouver sur avis.org pour aussi rentrer dans le détail des différents fonds accessibles. Et puis si on devait terminer sur deux derniers points positifs aussi dans l'implantation en milieu rural, c'est que les structures de l'ESS qui sont implantées en milieu rural ont souvent un plus fort soutien local et une plus forte participation citoyenne. Je prends l'exemple par exemple des AMAP où les adhérents vont bien au-delà de la consommation des produits des AMAP, mais participent à la distribution, les décisions, la sensibilisation. Donc il y a un vrai engagement, un vrai ancrage territorial. Et puis, on peut aussi, pour certaines structures qui s'implantent en milieu rural, avoir un impact positif sur le modèle économique parce qu'il y a une moindre concurrence sur certaines activités où, entre guillemets, personne ne va, parce que dans le cadre du projet de SS, il y a une volonté justement de répondre à un besoin moins couvert. Et par exemple, les services de mobilité solidaire, parfois, viennent combler l'absence de transport public. Mais du coup, en contrepartie, ont aussi moins de compétition locale. Donc voilà, pour conclure et passer la main à Cécile Daclin de la Fondation RTE, moi je voulais juste rappeler que les structures ESS ont une place majeure dans les territoires ruraux, sont des acteurs majeurs du développement local en milieu rural et qu'elles doivent utiliser leur capacité à s'adapter, à innover pour trouver et mobiliser des financements adaptés afin de répondre à ces contraintes et ces défis qui sont au rendez-vous. Mais voilà, des solutions existent, que ce soit dans l'hybridation des modèles économiques, dans la mutualisation de ressources, mais aussi dans la mobilisation de financements spécifiques à ces projets en territoires ruraux. Merci beaucoup, Morgane. Je passe la parole comme ça à Cécile Daclin de la Fondation Très bien. RTE. Très bien, bonjour à tous, ravie d'être là. Il y a un certain nombre de participants que la Fondation RTE connaît, a soutenu, donc voilà, je suis ravie d'être là. Alors, Émilie l'a dit, alors peut-être la première slide, s'il vous plaît. Voilà, celle-ci. Donc, la Fondation RTE, elle a été créée par l'entreprise Réseau de transport d'électricité, donc c'est des pylônes et des lignes électriques qui sont implantés dans une commune sur deux. Donc, c'est l'idée qui a été en prélude de la création de cette fondation en 2008, qui est en fait la seule fondation en France dont l'objet est véritablement d'être dédié à la ruralité. Il y a un certain nombre de fondations sur des questions territoriales. Mais voilà, sur la ruralité, on est les seuls. Et notre objectif, ça a été dit, c'est donc d'accompagner les projets d'intérêt général, en immense majorité les associations, qui contribuent à la cohésion sociale des territoires ruraux et à la vitalité de ces territoires. Donc nous n'avons pas d'objet thématique. On est amené depuis 2008, notre création, à financer des projets extrêmement variés en termes en fonction des enjeux de ces territoires ruraux qui ont été rappelés tout à l'heure. Donc les questions d'accès à l'emploi, d'insertion, de culture, mobilité, habitat, etc., etc. Et quand on sélectionne ces projets, donc, vous l'avez compris, notre approche, elle est d'abord territoriale. Il faut que ces projets aient un ancrage dans les territoires ruraux. On s'attache aussi à ne pas financer des projets qui sont des projets nationaux. On souhaite que ce soit des projets qui soient véritablement ancrés dans les territoires, qui partent des territoires et qui répondent à des enjeux vraiment spécifiques de ces territoires ruraux. Et on les sélectionne pour leur inventivité. Et on s'attache aussi à ce que ces projets créent des alliances avec les acteurs du territoire. Donc d'ailleurs, Morgane l'a dit, le lien notamment avec les citoyens, enfin les habitants des territoires, les collectivités, etc. C'est véritablement des choses fondamentales quand on soutient un projet et donc la capacité de ces associations à proposer des solutions pour répondre à des besoins non satisfaits localement. Alors, sur les fondamentaux, donc c'est la slide suivante de ce que nous finançons. En fait, il y a plusieurs. Après, j'aurais peut-être des éléments un peu d'analyse sur ces projets en ruralité. Là, je vous présente un petit peu ce qu'on fait. On soutient depuis peu, jusqu'à présent, on finançait que de l'investissement et on s'est ouvert cette année au financement du fonctionnement. Il n'y a pas d'appel à projet.
Donc, c'est du dépôt de dossier sur notre site internet au fil de l'eau. On finance aussi un certain nombre voilà, de partenariats qui nous paraissent fondamentaux pour l'action territoriale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est partenaire des sentiers notamment. Et au-delà alors la majorité de notre action, c'est donc le financement de ces projets associatifs en France métropolitaine. On a aussi un tout nouveau programme avec la VIS d'ailleurs, avec Morgane en particulier, qui est dédié à la question de la jeunesse rurale et la question des femmes dans les territoires ruraux, qui s'appelle Orchamps. Donc, au-delà de ce financement, enfin de ce soutien financier que nous apportons, on a un accompagnement extra-financier. J'en parlerai aussi. Donc, l'idée, voilà, c'est de proposer aux porteurs de projets, au-delà d'une somme d'argent, on les accompagne, par exemple, sur du coaching, on les accompagne pour le bilan carbone. Demain, on les accompagnera dans la mesure de leur impact social. Et ce qu'on souhaite, et moi c'est ce que j'ai souhaité apporter en arrivant à la Fondation cette année, c'est de s'inscrire davantage dans un contrat de confiance parce que on a bien conscience, on a d'ailleurs dans notre comité exécutif des représentants du monde de l'économie sociale et solidaire, hein, dont Habitage d'ailleurs. On a conscience que les structures peuvent s'épuiser à aller chercher des financements, qu'on est très peu d'ailleurs à pouvoir, Morgane l'a dit, il y a très peu de structures qui financent vraiment ces associations en ruralité, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très sollicité. Et nous, on a souhaité, voilà, voilà, qu'il y ait davantage un contrat de confiance avec ces associations. Donc voilà, c'est aussi pour la raison pour laquelle il n'y a pas d'appel à projet. Parce que on a conscience que les associations s'épuisent à parfois rentrer dans des sortes de fourches codines de financeurs. Important aussi quand même dans les fondamentaux, nous voilà, on a soutenu à peu près 700 projets depuis notre création, donc ça commence à être assez important. On finance en moyenne 25 000 € par projet associatif. On peut aller jusqu'à 50 000, mais voilà, encore une fois, il y a peu de structures, on est très sollicité et donc voilà, on a une dotation que vous voyez là sur les chiffres qui est ce qu'elle est, donc on ne peut pas voilà, tout financer, on doit faire des choix. Donc en moyenne 25 000 €. Et au maximum, on est à 30% de financement. Et encore une fois, ça c'est l'importance voilà, d'avoir des alliances, que les projets soient ancrés dans un territoire avec des alliances. Nous, on n'y va pas au-delà de 30% de financement d'un projet. Donc la slide suivante montre simplement, donc ça c'est très très rapide, ce qu'on a, voilà, on a versé dans les territoires ruraux donc depuis 2008. Voilà, 16 millions de dons, c'est pas rien. Et puis voilà, on a un système de parrainage en lien avec des salariés de l'entreprise, des parrains, marraines qui essayent voilà, d'aider, de suivre les projets, de les mettre en lien avec l'entreprise, etc. Et alors, juste, je terminerai avec la slide d'après. C'est un petit peu parler, là je vous ai mis quelques éléments sur nos modalités, mais voilà, moi c'est un petit peu les enseignements qu'on tire de nos 16 ans d'existence. Je crois vraiment que c'est important de faire évoluer, et nous c'est ce qu'on a souhaité faire évoluer nos modèles de financement. Donc voilà, dans les évolutions, alors je vous l'ai dit, il n'y a pas d'appel à projet. On ne finançait que de l'investissement. On s'est rendu compte que c'était important de financer, de s'ouvrir au financement du fonctionnement, notamment de financer l'ingénierie, donc financer aussi d'une certaine façon du temps de cerveau. Alors d'ailleurs, Habitage, qui témoignera tout à l'heure, a été un petit peu précurseur là-dessus, parce que voilà, nous, c'est une association qu'on aime beaucoup. Et on a notamment financé leur essaimage, l'essaimage du projet d'Habitage. Et c'est à partir un petit peu de ça, voilà, cette première action de financement d'ingénierie qu'on l'a officialisé dans nos statuts et que voilà, aujourd'hui, on s'est ouvert au financement de l'ingénierie. Et je crois que le financement de l'ingénierie, c'est très lié à cette question de l'essaimage qui est au cœur
du programme des sentiers. On a aussi, je vous le disais, nous, au-delà de notre accompagnement financier, on a un accompagnement extra-financier et notamment là-dedans, on a ce qu'on appelle le coaching pour des associations qu'on soutient. Donc, en fait, l'idée de ce coaching, c'est des échanges entre pairs, donc avec plusieurs associations suivies qui ont un certain nombre de problématiques. Donc, les problématiques, elles peuvent être, elles peuvent être diverses. Il peut y avoir des problématiques de RH, de communication, etc. Mais on se rend bien compte que cette question de l'essaimage est une question qui est assez récurrente dans les associations là, qui souhaitent être coachés par nous et par nos salariés. Et d'ailleurs, voilà, on sollicite très souvent Ronalpia qui est là pour témoigner d'ailleurs de leur démarche un petit peu innovante et de leur essaimage réussi en ruralité. Et puis demain, toujours dans cette idée que je crois que voilà, les financeurs comme les nôtres, on doit vraiment être à l'écoute des besoins des associations encore une fois, pour que vous, associations qui répondez à des besoins fondamentaux dans ces territoires ruraux, on sait que ça peut être compliqué d'avoir des financements, voilà, de répondre à ces appels à projets, etc. Et donc demain, en 2025, on va développer un appui à la mesure d'impact social, donc pour les associations qui souhaiteraient rejoindre ce programme. Et je crois que notamment, quand on parlera de la mesure de l'impact social, l'idée, ce sera, en lien avec les SMH, de voir si le modèle fonctionne et à partir de là, voilà, de permettre aux associations et ben voilà, si elles le souhaitent, de se développer ailleurs et d'essaimer. Et donc voilà, c'est des leviers pour accompagner au mieux voilà, les associations et leur réplication dans d'autres territoires. Et donc je vois juste la question, qu'est-ce que j'appelle l'ingénierie? Ben, si vous voulez, c'est le temps en fait, nous, aujourd'hui, avant, on ne finançait que de l'investissement, donc de la rénovation de bâtiments, de l'achat de matériel, etc. Mais parfois, les associations se rendent bien compte, elles n'ont pas besoin qu'on leur achète des radiateurs. Je veux dire, leur projet, c'est de réfléchir au développement de solutions en ruralité. Euh, et donc, moi, ce que j'appelle l'ingénierie, c'est ça, c'est aussi financer ce temps de réflexion pour leur projet et donc aussi pour l'essaimage. Alors, peut-être que Habitage, tout à l'heure, pourra d'ailleurs en témoigner. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. On va passer au petit temps. Est-ce que Lucas, petit temps de questions-réponses, par rapport à... Est-ce que vous Oui, avez eu du des coup, questions? Vas-y, je te bonjour laisse. tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. Pour l'instant, on en a une de la part de l'Ecoparc qui se pose la question, c'est quoi la meilleure manière de contacter la Fondation RTE pour des projets que eux vont accompagner? Alors écoutez, ça c'est très simple. On a un site internet, vous avez les contacts. Il y a d'abord des correspondants, il y a des correspondants régionaux dans les territoires. Donc vous trouvez les coordonnées sur le site internet ou l'équipe en direct de la Fondation RTE. Et puis sinon, je pense que les slides seront partagés et je pense qu'il y a mes coordonnées. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à l'équipe en direct. Voilà, on sera très content de. Et donc, Ecoparc, on a eu des échanges, notamment sur le programme Hors-Champ, dont je parlais tout à l'heure, sur la question des femmes en ruralité. On est implanté sur le territoire Vosges du Nord. Voilà, donc on a déjà eu des contacts et bien volontiers pour ensuite parler des projets accompagnés par Ecoparc. Merci. On a deux nouvelles questions. On va peut-être prendre la seconde. C'est une question concernant la R&D. Est-ce que la R&D telle qu'elle est marquée du coup dans cette question, peut être considérée comme de l'ingénierie, Cécile? Alors, on financera pas de la R&D comme ça. En fait, on finance par rapport à un projet ancré localement. Donc, si derrière ce projet très spécifique dans un territoire, parce que ça, je le dis, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, on va pas financer de la R&D d'une association de façon générale, mais si elle est en lien avec un projet, le développement d'un projet, oui, c'est envisageable et on pourra étudier ça.
et je vois un projet porté par Ecovie, bah, écoutez, bien volontiers, effectivement, pour pouvoir échanger avec moi ou avec mon équipe. Et on a une dernière question, peut-être rapidement, Morgane, pour toi. Est-ce que tu as la différence entre France Active et la Vise? Oui. Alors l'Avise, à la différence de France Active, donc France Active va financer des projets de porteurs de projets. L'Avise, c'est pas le cas. L'Avise finance des projets nationaux qui visent à développer l'ESS et à outiller les porteurs de projets d'ESS, mais ne va pas financer des projets d'ESS locaux ou voilà, c'est peut-être ça la grande différence. Après, bon, là, je pense que voilà, France Active déploie des programmes des formats d'accompagnement que la VIS ne déploie pas. Mais voilà, si vous avez des questions spécifiques, parce que là, c'est une question peut-être un peu large pour l'aborder ici, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai mis mon adresse dans le chat, voilà, pour pouvoir expliciter notre action. Est-ce que l'on peut peut-être continuer? Je vois le temps qui passe. Oui, et on reprendra les Et questions sur ouais. le deuxième temps. Et Comme ça, on passe donc à la deuxième partie de ce webinaire avec la présentation d'exemples de structures donc, qui ont essaimé sous différents formats et qui vont comme ça présenter leurs activités et en même temps le côté modèle économique et financement, comment ils fonctionnent et oui, comment ça fonctionne leur modèle. Donc d'abord, donc Cécile va présenter l'activité d'habitage. Donc Cécile, je te laisse, je partage mon écran et je te laisse la parole. Laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà. Eh ben, c'est super parce que je crois qu'il y a plein de choses qui ont déjà été dites et je vais juste faire l'exemple du coup de plein de choses qui ont été énoncées de la part de Morgane et Cécile. Merci pour vos interventions. Du coup, l'idée, c'est de vous présenter rapidement Habitage et puis avec Émilie, Émilie, quelques questions un petit peu qu'on puisse rebondir sur les leviers, les freins, les sémages et bien sûr les financements. Donc, pour vous présenter rapidement Habitage, donc l'association Habitage, on est en Maine-et-Loire, donc dans l'ouest de la France. L'association a été créée en 2013 avec deux objectifs principaux. Le premier, c'était de lutter contre la précarité et l'isolement des personnes âgées en milieu rural. Et la deuxième valeur d'Habitage et qu'on porte aujourd'hui aussi, c'est la rénovation de nos cœurs de bourg en faisant de la restauration de patrimoine pour loger ces personnes âgées. Donc, la première maison Habitage, donc c'est des habitats regroupés que l'on crée dans du patrimoine de cœur de bourg. La première maison Habitage, elle a ouvert en 2017. C'était assez innovant à l'époque. On ne parlait pas encore d'habitat inclusif. On avait très peu d'aides, mais on était aussi vu comme quelque chose d'assez innovant. Donc, on a été énormément sollicité. On nous demandait comment on faisait et si on pouvait créer ce type d'habitat ailleurs. À la base, c'est un projet citoyen. Donc, c'est un projet qui est vraiment porté, qui n'avait aucun objectif de salarier quelqu'un. C'était vraiment des habitants d'un petit village qui ont juste fait le constat de ces deux problématiques, des personnes âgées qui étaient isolées, qui ne trouvaient pas où se loger dans leur village et qui étaient obligées de partir dans les villes moyennes, mais aussi d'un cœur de bourg qui était en train de se détériorer. Donc, ils ont créé cette première maison, ils ont été très sollicités et est arrivé très vite la question d'un premier essaimage. Je veux bien que tu mettes la slide suivante, Émilie, si ça ne te dérange pas. La première maison, c'est la maison que vous avez à gauche sur la photo. C'est un ancien jeu de boules de fort. Donc, pour les gens de l'ouest de la France, vous saurez ce que c'est. Pour les autres, vous viendrez chez nous pour découvrir. C'est un jeu traditionnel angevin. Et donc un bâtiment qui a été rénové et qui a comporté 4 appartements bien distincts, plus un espace commun. L'objectif, c'est que les personnes âgées puissent vieillir en toute liberté. Au sein des maisons, des appartements, c'est un nouveau domicile à part entière. Donc, ils ne sont pas en colocation, hein. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour être tranquilles chez eux et être libres de leurs faits et gestes. Mais ils ont en plus un lieu ouvert sur le village, qui est cet espace commun, qui est animé en partie par des bénévoles et une coordinatrice qui permet de faire le lien avec l'extérieur.
Donc, cette première maison, mais comme je vous disais, très vite, en fait, on a été sollicité par des villages voisins de Maine-et-Loire. Et l'idée, ça a été d'essaimer. Donc, on a été accompagné par le programme PINS, porté par la VIS et la Fondation Massif, dès 2018, parce que suite à ces sollicitations, on s'est dit, OK, on peut y aller, mais alors, quelles vont être les contraintes, quels vont être les engagements de cette création d'autres maisons. Donc, une deuxième maison qui est ouverte dans un autre village. Donc, le projet a été lancé en 2018 et ouvert en 2023. Et ensuite, une troisième maison qui va voir le jour et qui va ouvrir en 2025 dans un autre village de Maine-et-Loire. Le point commun entre ces trois maisons, finalement, c'est que l'association ne porte pas le projet seul. L'objectif vraiment premier, c'est de s'ancrer sur un territoire. Et pour s'ancrer sur un territoire, il faut que les projets soient en partie portés par les habitants des territoires. Donc, dans chaque maison, en fait, il y a un comité de pilotage local qui a été créé, qui est formé d'habitants, d'élus, de partenaires locaux qui vont décider avec nous de tous les projets financiers, sociaux, architecturaux de l'ouverture de ces lieux. Ce sont des projets qui coûtent environ entre 1 million et 1,3 million. Donc ça, c'est notre premier essaimage, finalement, c'est au sein même du Maine-et-Loire. Et puis, après, viennent les sollicitations extérieures, c'est-à-dire les nationales, des gens qui viennent en disant « Moi, j'ai un projet un peu du même type où j'aimerais avoir une maison d'habitage sur mon territoire. » Et cela, on a un conseil d'administration très actif et très présent. On leur a posé la question « Est-ce que vous voulez que l'habitage se développe de manière exponentielle, nationale? Est-ce qu'on en a la capacité? Est-ce qu'on en a envie? » Et la première réflexion qu'on s'est faite, c'est en fait, nous, l'ancrage territorial, c'est la base. Et cet ancrage territorial, on arrivait sur le département à le contenir, entre guillemets, parce qu'on a aussi beaucoup de liens départementaux. Mais au niveau national, on ne connaît pas les autres territoires. Et on s'est dit, finalement, on allait faire un essaimage souple, c'est-à-dire de transmettre notre savoir-faire à des porteurs de projets qui souhaitent faire la même chose chez eux. Et donc, depuis 2023, on expérimente des parcours de transmission de savoir-faire. On a une promotion par an, où là, du coup, donc, vous voyez, on a 2 parcours de transmission, un parcours sur ces maisons, mais Habitage, c'est aussi d'autres activités. On s'est dit que pour nos autres activités, on a une activité plutôt de prévention. Et là, pareil, on n'allait pas faire de la prévention en Alsace ou dans le Gers, mais qu'il fallait que ça soit porté par des gens extérieurs. Donc, on allait juste transmettre tout ce que l'on a capitalisé pour que ça puisse être porté par d'autres porteurs de projets ou d'autres animateurs. Donc, voilà. Donc, en fait, 2 essaimages et 2 essaimages à financer. Et donc, on est un peu là pour parler de tout ça. Sur le modèle économique, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, Émilie, plus tard. Ça peut être. Alors, est-ce que tu peux déjà peut-être juste en lien avec l'introduction de Cécile et Morgane, peut-être redire ce que toi tu vois comme un peu frein et levier sur les territoires ruraux, puis après de zoomer sur ce côté effectivement le côté modèle économique de la maison que vous portez en propre là. Comme ça, de voir comment ça peut fonctionner. Peut-être juste le côté raisonné en termes d'exemples sur ton territoire, comment tu vois, peut-être compléter ou illustrer ce qui a été dit sur les enjeux et leviers que tu as perçus. En fait, on retrouvait, vraiment, j'ai vraiment entendu Morgane et ses grandes, et j'avais écrit exactement les mêmes choses. Donc, c'est bien, ça fait écho. Alors, nous, notre premier levier, clairement, c'est l'investissement local. Mais quand je parle de l'investissement, ce n'est pas forcément que l'investissement financier. Ça va être l'investissement vraiment des habitants localement, des partenaires locaux, des collectivités qui sont facilitatrices. Et on aime bien dire chez Habitage, et ça, c'est une question de temps. C'est-à-dire que nous, on aime être sur les territoires, rencontrer, on fait des réunions publiques, on essaye d'aller, on fait de l'aller vers, mais de tous les types de publics pour vraiment se faire connaître, que les gens comprennent notre démarche, qu'on n'est pas là pour arriver avec notre solution, entendre aussi que on est complémentaire de ce qui existe déjà et qu'il y a des endroits où peut-être on n'a pas notre place et tant pis. Vraiment, on est vraiment sur étudier les lieux, étudier les territoires avant d'y aller. Donc, les leviers, c'est si on a, on va dire, des feux verts sur les territoires. C'est notre premier levier. La particularité de la ruralité, c'est, on va se le dire aussi, il y a un accès au foncier. On le voit bien, on rencontre des porteurs de projets qui nous disent « Mais nous, en fait, cette rénovation de patrimoine, on ne peut pas parce que chez nous, acheter un bien en cœur de bourg, ça coûte encore très cher. »
Et dans certaines ruralités, le cœur de bourse, c'est justement l'accès aussi à un foncier qui est plutôt accessible. Et puis dans les freins, ça va être vraiment des choses qui vont être liées à la mobilité, à la désertification des commerces. Donc ça va être vraiment les freins de ruralité où nous, on va mettre, on va faire attention à tout ça, c'est-à-dire savoir s'il existe des dispositifs déjà présents, mais souvent ces dispositifs sont liés à une attractivité, c'est-à-dire qu'on va avoir des transports solidaires, des endroits où on va avoir pas mal d'habitants qui sont mobilisés dans du bénévolat et dans les associations. On va avoir des commerces qui vont se développer aujourd'hui avec des nouveaux formats, avec toutes ces épiceries solidaires et choses comme ça. Donc là, on est très vigilant à tout ça, mais ça peut être un frein pour aller s'installer, lié à notre sujet des bénéficiaires qui sont des personnes seniors. Et puis là, des petites collectivités qui, du coup, peuvent nous faciliter notre implantation, mais qui n'ont pas forcément les fonds pour nous accompagner financièrement. Est-ce que tu peux nous présenter le côté modèle économique d'une de tes Oui. maisons pour voir comment Comment on fonctionne. Alors, Exactement. Habitage, on est maître d'ouvrage. C'est un choix. Il y a plein de manières de monter un projet. Tu peux passer à la slide suivante. Alors, c'est des camemberts, c'est pas très joyeux. Ça vous permettait, en fait, ça permet, surtout le camembert sur les ressources d'investissement, montrer que l'idée, c'est aussi de faire des projets. On les fait de manière solidaire sur les territoires, en co-construction, on le fait avec. Et finalement, le financement, on l'a imaginé aussi pareil, c'est-à-dire mettre autour de la table un maximum de financeurs différents. Je vous ai mis en fait à peu près les pourcentages de la deuxième maison qui est peut-être plus parlante. Finalement, que la première qui a été faite avec des premières idées, puis à une autre période aussi. Donc, cette deuxième maison, on est sur un financement assez bien réparti, où on a 30% de nos financements qui sont des fonds publics. Comme c'est de la rénovation, ça va aller de l'ANA, des collectivités locales qu'on engage sur notre ingénierie pour leur montrer, oui, on va aller sur votre territoire, vous avez aussi envie, on va se mettre ensemble, mais effectivement, Cécile en parlait tout à l'heure, l'ingénierie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on réussisse à se faire financer et de montrer que c'est du temps de travail, cette implantation, ces études. Donc souvent les fonds publics, les collectivités, en tout début de projet, parce que c'est pas encore palpable, cet investissement, notre temps de travail, on négocie pour le faire financer. Et aussi la CNSA, des fonds publics qui sont liés aussi à notre projet. On a 30% de mécénat. Alors, les fondations, donc RTE faisait partie de nos fondations qui nous ont accompagnés sur ce projet-là en 2018. Des fondations qui sont liées au bâtiment, des fondations comme les Petits Frères des Pauvres qui sont des fondations qui vont être plutôt sur la thématique du mal-logement et l'isolement des personnes âgées. Et puis les citoyens qu'on mobilise sur des campagnes de dons. Nous, c'est très important que tout le monde soit mobilisé autour. Et en fait, ça nous permet de créer des événements aussi sur les territoires. C'est un peu des excuses aussi pour faire parler de nous, mais rencontrer aussi. Donc, on va faire des petits événements qui peuvent être des temps de rencontre tout simples, en partenariat avec des associations locales. On a 30% de prêts qui ensuite, ce prêt est remboursé par le biais des loyers. Je n'ai pas dit c'est du loyer social, bien sûr. Et puis 10% qui sont liés aux caisses de retraite, qui ont dans leur caisse cette obligation de financer des projets. Et donc, voilà, sur un financement. Et peut-être sur ta stratégie de financement pour Habitage et les différents échelons territoriaux, là, c'est vrai qu'on voit que tu as des partenaires nationaux, locaux, tu as vraiment le côté commune, intercommunalité aussi, mais comment tu travailles avec les différents échelons territoriaux, de quoi tu leur parles quand tu vas plutôt au niveau national ou au niveau local sur Habitage? En 2018, au niveau national, on a quand même joué beaucoup sur la partie innovante, parce qu'effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup moins de ce type de projet. Aujourd'hui, au niveau national, on va plutôt aller chercher des fonds, par exemple sur cette troisième maison, qui vont être des fonds qui vont être plutôt liés, nous, à l'évolution aussi de notre manière de penser nos maisons. Donc, on est sur la troisième maison, on a été plutôt sur de l'éco-construction, on a vraiment joué sur la carte de l'écologie. C'était important pour nous aussi d'aller jusqu'au bout du projet et de toute notre réflexion du circuit court et choses comme ça. Donc là, on était plus sur des fonds sur cette partie-là. Et au niveau local, ça va vraiment être cet investissement des collectivités locales sur le projet plutôt d'investissement. Puis après, il va y avoir la partie fonctionnement, où là, pour le coup, ça va être plutôt au niveau départemental.
pour le coup, on va chercher des fonds. Peut-être on peut prendre une ou deux questions, Lucas, si, merci beaucoup, Cécile, pour la présentation. On a une question dans le chat de Pierre qui se pose la question sur les personnes que tu accompagnes, notamment dans l'essaimage dont tu as parlé, l'essaimage souple à travers une formation. Est-ce qu'il y a des réflexions chez Habitage pour leur permettre eux aussi d'avoir une sorte de fonds d'amorçage qui leur permet d'avoir une première base financière pour aider à leur développement? Et bien alors, du coup, notre essaimage, on l'a imaginé sur une expérimentation de 3 ans. Et donc, c'est une bonne question parce que finalement, on voit que le frein qui peut être sur le lancement aussi de ces projets, c'est de ne pas avoir ce fonds d'amorçage. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est quand même dans cette transmission, on parle beaucoup de financement, on partage beaucoup la manière dont on va créer les partenariats. C'est vraiment, enfin, nous, nos partenaires, la Fondation RTE fait partie de nos comités partenariales, par exemple. On les investit vraiment et ils sont au courant de cet SMH. Et on est content aujourd'hui de voir qu'il commence à y avoir de nos porteurs de projets à niveau nationaux qui se présentent sur des appels à projets qui vont gagner pour financer cette ingénierie. Donc voilà, on va les aider à chercher des fonds. On ne le fait pas à leur place, mais c'est vraiment, voilà, on va partager nos expériences. Mais aujourd'hui, on est dans une réflexion de peut-être structurer peut-être nous-mêmes, essayer de trouver des fonds pour pouvoir les aider surtout à l'amorçage et au début de projet. Mais on n'y est pas encore. Mais si vous entendez des partenaires qui ont envie de ça, voilà, on en cherche. Super, merci pour ta réponse. Et on a une deuxième question plutôt sur tes bénéficiaires. Tu as dit que tu étais dans du logement social, et du coup, comment vous gérez les critères d'attribution, etc. Bon, là, c'est une réflexion très, très, très précise. Juste rapidement, nous, c'est vraiment le logement social, bailleur social privé. Donc, on va être un petit peu plus souple que les bailleurs sociaux qui sont rattachés aux collectivités. Ce que je vous propose, pour ceux qui sont intéressés sur le sujet vraiment très précis d'Habitage, Habitage, du coup, a toujours eu la culture de partage. On a vraiment envie de pouvoir avoir ces temps d'échange. On fait tous les 2 mois des partages d'expériences sur des vendredis après-midi. Et le prochain est en visio, par exemple. Soit on le fait dans les maisons Habitage, c'est encore mieux parce qu'on rencontre les habitants. Et on fait aussi des partages d'expériences en visio. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet pour pouvoir échanger sur la manière dont on fonctionne. Parce que là, du coup, il y a des choses très, très précises sur Habitage, mais avec plaisir pour partager sur ces temps-là. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que Lucas, c'est bon pour toi? Oui, c'est la... Eh ben, je laisse la parole à Anaëlle, comme ça, pour le côté animation, et puis à Nicolas Blouin d'À vos soins pour le deuxième exemple inspirant. Oui, en effet. Donc ensuite, on va passer au témoignage du coup de Nicolas sur À vos soins. Donc Nicolas, je te laisse directement présenter l'association, donc l'émergence du projet, les activités développées et le développement, ensuite l'essaimage que vous avez pu réaliser. Eh ben, bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas, je suis le co-directeur de l'association À vos soins. À vos soins, c'est une structure associative qui a pour objectif de réduire les inégalités d'accès aux soins. Le siège de l'association est basé en Loire-Atlantique à Saint-Nazaire. Et je veux bien qu'on passe à la diapo d'après. On a dans notre champ d'activité 2 grandes familles. Je vais commencer par la première et puis après je vais m'attarder sur la deuxième. La première, c'est la santé, le soin. Et du coup, on a un centre de santé polyvalent dans un quartier prioritaire. C'est le bâtiment que vous voyez, c'est une vieille ferme, l'habitation de la vieille ferme des Labours, en bas du quartier de la prioritaire du Petit Caporal, qu'on a acheté, transformé, réaménagé, qui était à l'abandon. Derrière, vous avez un pressoir, un hangar, une grange, etc., qui sont encore dans un vieil état. Et on a installé à l'intérieur 5 médecins, 5 infirmières, 3 secrétaires médicales, une médiatrice en santé. Ce sont des professionnels de santé salariés d'une association à but non lucratif qui a pour objectif de donner l'accès aux soins pour tous et en particulier pour les personnes éloignées du parcours de soins. Et du coup, on généralise le tiers payant, on essaye d'avoir une prise en charge globale, donc sur la partie santé mais et sur la partie sociale. C'est pour ça qu'on a une médiatrice en santé. Et notre association est assez récente, elle a juste 10 ans, mais on a commencé avec 2 infirmières à mi-temps et aujourd'hui on est 33 salariés. Je veux bien qu'on passe à la diapo d'après. On a un autre volet dans l'asso, c'est la prévention. On est parti du principe que mieux vaut prévenir que guérir, mais au final,
quand on regarde les chiffres dans la santé, on met beaucoup plus de moyens sur le soin que sur la prévention, sur le curatif que sur la prévention. Et donc, en 2017, on crée le dispositif Mars-Soin. Ce sont des camions aménagés, réaménagés, qui vont proposer gratuitement, sans rendez-vous, de manière universelle, sans discrimination, de manière bienveillante, des check-up et des dépistages aux gens. On commence à Saint-Nazaire avec 4 pros de santé bénévoles qui vont être des dentistes, des sages-femmes, des audioprothésistes, des opticiens, des cardiologues, des dermatos, etc. Et on va proposer des dépistages gratuits. On s'installe en bas des tours, sur un marché, dans un centre de formation auprès des jeunes éloignés du parcours traditionnel de l'éducation nationale. On va sur des distributions alimentaires et on propose une rencontre avec un pro de santé. Et c'est pas une rencontre avec une consultation, carte vitale et autres, c'est vraiment une discussion de prévention, de dépistage, de prise de tension, etc. L'idée, c'est de remettre les gens dans le parcours de soins, éventuellement des personnes qui sont dans une situation complexe où il y a des soins urgents à réaliser et du coup leur donner la possibilité de trouver dans le parcours de soins traditionnel des solutions. Donc on travaille avec beaucoup de partenaires associatifs, ceux de solidarité, le centre d'examen de santé, l'assurance maladie, etc. En 2017, on crée le premier Mars-Soin à Saint-Nazaire. Et j'entendais parler d'essaimage, etc. Nous, on était aussi un peu comme Habitage, pas spécialement partant pour essaimer et se dire qu'on allait un peu se développer sur tous les territoires, mais on a été sollicité. Alors, pas par le territoire le plus près, hein. On a été sollicité par le bout du monde, la presqu'île de Crozon, le pays de Landerneau, au fin fond du Finistère, à 3h30 de route, et ça a été notre première antenne Marsouin. Et du coup, on a trouvé là-bas des professionnels de santé qui ont trouvé le concept hyper cool. On a trouvé des élus, des acteurs associatifs qui ont été favorables et du coup qui nous ont accueillis. Donc on a racheté un camion, on a réaménagé ce camion-là, on a retravaillé avec les enfants pour faire une fresque avec un artiste peintre et définir un côté un peu attrayant à ce camion. Et puis en fait, on a réalisé notre premier SMH. Aujourd'hui, on a 5 camions, donc c'est les petites vignettes orange-jaune que vous voyez sur la carte. 5 camions qui sont opérationnels et qui sont installés dans des déserts médicaux, territoires ruraux, etc., ou dans des agglomérations de taille moyenne comme Saint-Nazaire ou La Roche-sur-Yon. On a un projet qui est en cours de déploiement, qui est sur Pontivy, le centre-ouest Bretagne. Et puis, on fait aussi de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'un peu comme Habitage, mais sous une forme un peu différente, sur sollicitation d'acteurs publics ou d'associations, on vient accompagner la structure ou la collectivité dans la mise en place de leur propre unité mobile. On l'a fait en Corse pendant 3 ans, avec un bus santé sociale sur la plaine orientale. On l'a fait en Nouvelle-Aquitaine pour une CPTS, donc une association de professionnels de santé, et aussi pour une autre CPTS sur Redon qui porte un projet de médicobus, donc un camion de soins. Je veux bien qu'on passe à la diapo d'après. Globalement, aujourd'hui, les Marsouins, c'est à peu près 13 000 dépistages, 5 camions avec à chaque fois un coordinateur ou une coordinatrice. En l'occurrence, on n'a que des coordinatrices pour le moment. 2 responsables d'antennes qui sont une sur la Bretagne, une sur les Pays de la Loire. On a développé notre propre application numérique pour récupérer des données et justifier de la pertinence et de l'impact de notre dispositif en termes de prévention, ce qui nous permet d'éditer un rapport d'impact sur les actions qu'on réalise. Après, sur le modèle économique, puisque c'est un peu le sujet sur la question, nous, moi je ne vous ai pas sorti de graphe, etc. On a commencé avec un camion, un budget pour la première année en 2017 à 50 000 €. Et aujourd'hui, on doit être à 800, 700 000 € par an sur la partie prévention, Marsouin, etc. Et je rejoins ce qui a été dit depuis le début du webinaire. On a la nécessité de rassembler le plus large éventail possible de partenaires, que ce soit sur le champ public, privé. On a besoin de mobiliser
les acteurs locaux de solidarité, associations et autres. On a besoin de faire du plaidoyer sur les questions d'accès aux soins. Les maires, sur la question de l'accès aux soins, souvent nous disent oui, mais nous, on veut un médecin traitant pour nos concitoyens, etc. Et nous, on arrive avec une solution qui est différente. Donc, on a un plaidoyer à faire, on a un argumentaire à déployer sur la prévention, sur le fait que c'est plus résilient, que ça peut rendre attractif le territoire. On peut trouver du temps médical supplémentaire là où on n'arrive pas à installer de médecin. Pour répondre aux questions qui sont souvent liées au développement de nos projets, nous, on aime bien aller là où on ne nous attend pas ou là où on pense que c'est impossible. Il y a des zones blanches, il y a des zones qu'on appelle déserts médicaux, etc. Et en fait, plus l'enjeu est important, plus on peut mobiliser de moyens. Ça, c'est important de le prendre en considération. Si vous êtes, je pense que si on reste sur la thématique des territoires ruraux, ce sont effectivement des zones où il y a peu d'acteurs, il y a peu de porteurs de projets. Pour autant, les enjeux sociétaux sont aussi importants. On entendait tout à l'heure les chiffres de 33% de la population vit dans les territoires ruraux, donc du coup, c'est pas anodin et ça nécessite des moyens. Et quand on est porteur de projet dans les territoires ruraux, bah, on a une écoute attentive des élus, des préfectures, des fondations qui ont cette thématique-là comme ligne rouge, enfin comme ligne directrice. Et puis, pour ma part, du fait de mon expérience maintenant depuis 8 ans avec les marsouins et le développement de nos projets dans les différents territoires, je crois qu'il ne faut pas aborder l'approche territoires ruraux que par le prisme des territoires ruraux. Il faut aborder l'approche des territoires ruraux par les thématiques qu'elle touche. Que ça soit sur l'accès aux soins, par exemple, pour nous, que ça soit sur l'accès au logement, sur le mieux vivre, sur la perte d'autonomie des seniors, sur les questions de mobilité. Et en fait, on trouve du coup un éventail, enfin, beaucoup de partenaires, financeurs qui sont intéressés par ces thématiques. Si on reste sur le prisme général des territoires ruraux, effectivement, on va restreindre le champ des possibles. Alors que si on arrive par des approches thématiques, on peut trouver des ressources et des moyens. Nous, on l'a eu par rapport avec la MSA, par exemple. On l'a eu, par exemple, sur la conférence des financeurs, qui est sur le maintien à domicile et éviter la perte d'autonomie des seniors. On pourrait multiplier, en fait, ce type d'exemple aussi par le type de thématique que vous défendez. Et j'essaye de suivre le fil qu'on s'était donné. Vas-y, dis-moi, parce que là, du coup, tu as bien parlé des territoires ruraux. Peut-être que là, tu as dit, bah, voilà, le marsouin s'est développé dans d'autres territoires. Peut-être quelles sont les étapes, les séquences que tu as vécues dans le projet d'essaimage et comment ça a fait évoluer aussi votre modèle économique. Parce que tu disais au début, bah, voilà, 50 000 € pour le premier camion. Aujourd'hui, 700, 800 000. J'imagine qu'il n'y a pas du tout la même structure dans du modèle économique, pas les mêmes financeurs derrière. Comment ça a fait évoluer le modèle éco? Effectivement, au début, on a quand même pas mal bricolé, hein. On était en mode petit artisan du coin qui retape son camion, qu'on a acheté très peu cher, qui polluait beaucoup et qu'on a changé depuis, heureusement. Mais globalement, on a essayé de définir un modèle. Au début, on a vraiment travaillé en mode recherche terrain. C'est-à-dire, on a à peu près l'idée du projet, on va faire des dépistages pour les gens dans des camions et on va structurer l'idée en faisant. Nous, on aime bien garder cette idée en tête de la preuve par l'exemple. Et après les retours d'expérience qu'on a, on peut définir du coup un budget théorique d'un marsouin qui circule et avec ce budget de charge, on peut essayer de définir ou trouver les interlocuteurs qui vont être concernés par nos thématiques. Donc quand on a fait notre premier essaimage, on a eu
on va dire, on a subi un peu le côté recherche exploratrice. C'est qu'en fait, on a eu des écueils, on a discuté avec des élus locaux, on a fait un peu de politique locale alors qu'on n'était pas issu du territoire, etc. Donc ça nous a amené à des histoires un peu complexes. Et après ce premier SMH, on en a fait 2 autres. Et du coup, le modèle s'est structuré. On a réussi à convaincre notre autorité compétente, l'ARS, l'Agence régionale de santé. Le fait d'être sur 2 régions nous a permis de discuter avec une région et avec une autre et de trouver dans ces 2 ARS des lignes directrices qui n'étaient pas les mêmes. Et on a essayé de les faire coïncider pour que le modèle soit entendable, audible et qu'on n'ait pas un financement à 80% en Pays de la Loire et à 30 ou 100% de l'autre côté, mais qu'on ait bien une homogénéité. On s'est rendu compte qu'on avait des financeurs qui voulaient financer les territoires ruraux, d'autres qui voulaient financer les quartiers prioritaires. Donc on va dire que ça, c'était dans chaque projet, dans chaque territoire, on a une variable d'ajustement qui en fonction des territoires, nous permet de mobiliser des financeurs différents. Mais globalement, on a essayé d'avoir une architecture, on va dire, audible pour l'extérieur. C'est-à-dire que quand on vient présenter le marsouin, on a des grandes masses, on peut présenter, etc. Mais on garde de la flexibilité et de l'adaptabilité en fonction des territoires. Ça a été dit tout à l'heure par Cécile. Chaque territoire est différent. D'ailleurs, je me marre à chaque fois que je viens présenter le marsouin. Mais vous savez, nous, c'est pire qu'ailleurs, etc. On n'a pas de médecin, etc. Et la fois d'avant, j'avais la même chose. Et en fait, globalement, je pense que les gens sont face à un problème et se disent que c'est eux vivent le pire du pire. Mais quand on navigue dans les territoires, ils sont tous dans une situation hyper complexe. Donc on est là pour les rassurer, on est là pour essayer de leur montrer qu'il y a un modèle qui existe et qu'on peut trouver une solution. Et puis avec l'expérience, bah, on a beaucoup plus de bagages, de stats, on a beaucoup plus d'éléments à défendre, de retours d'expérience, et et en fait, facilement, on peut trouver des arguments et convaincre nos interlocuteurs. Donc, le plus dur, c'est le début. Et après, quand on a défini son modèle, sa ligne, et qu'il est plutôt bon, on l'espère, bah, s'il n'y a pas d'éléments extérieurs parasites, ça fonctionne plutôt bien. Et peut-être juste une dernière mini-question avant de passer aux questions-réponses. Tu m'avais dit dans la préparation du webinaire que du coup l'ARS c'était ton financeur socle et que le fait de trouver ce financeur socle, ça avait beaucoup aidé ensuite à consolider ton modèle économique. Et quand tu vas dans un nouveau territoire, comment tu convaincs, comment t'embarques tes financeurs et notamment le financeur un peu socle est-ce que tu as des conseils ou des choses par rapport à ça? Bah, là où, effectivement, à partir du moment où on a réussi à convaincre notre financeur socle et qu'on s'est mis en cadre d'intervention et qui nous connaît et avec qui on a déjà eu des bilans, etc., on n'est plus du tout dans la même relation. C'est-à-dire que c'est avec lui qu'on va définir le potentiel territoire d'intervention futur de notre dispositif. Et c'est ce qui a eu lieu en Vendée. On a discuté avec l'ARS qui nous a dit on aimerait bien que vous puissiez intervenir en Vendée. C'est hyper intéressant que vous puissiez qu'on puisse définir ensemble le territoire d'intervention. Eux, ils avaient la volonté qu'on aille en sud Vendée, vers Fontenay-le-Comte, etc. On a dit pourquoi pas, c'est assez loin pour nous, mais on aime bien avoir de la proximité dans nos histoires, dans nos équipes. Donc on a quand même testé le modèle et c'est les acteurs locaux qui n'ont pas été réceptifs. En fait, ils avaient d'autres projets, ils étaient dans une autre temporalité, etc. Et donc avec l'ARS, on est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on retourne sur La Roche-sur-Yon et son agglomération pour intervenir sur des zones rurales, périurbaines et dans les quartiers prioritaires de la ville. Et c'est comme ça qu'on a défini ensemble. Du coup, c'était hyper intéressant parce que l'ARS a été moteur. Ils nous ont mis en lien avec la préfecture, ils nous ont mis en lien avec l'agglomération. Ils ont levé beaucoup de freins. Là encore, on est sur l'organisation de l'inauguration et les enjeux politiques locaux. Et du coup, ils sont le lien. Là où, au départ, on avait
on nous regardait un peu en chien de faïence. C'est quoi ce projet? C'est qui ces acteurs? C'est une asso? C'est pas des pros de santé? Ils sont pas dans le sirail des URPS, enfin, les syndicats, ordres, etc. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a gagné en légitimité. Et derrière, il y a des acteurs comme des fondations, comme des citoyens qui ont confiance du coup dans le projet et vont participer à des cagnottes, vont participer à des financements, à des lancements de projets, à des achats de camions, à des achats de matériel. Merci beaucoup, Nicolas. Peut-être qu'on peut prendre des petites questions. Lucas, est-ce que tu as recensé dans le chat? Oui, on a des petites questions qui sont remontées pour toi, Nicolas. Il y en a une qui parle de la mesure d'impact numérisée que vous avez mis en place. Elle veut en savoir un peu plus. Et peut-être pour en savoir un peu plus, est-ce que tu peux nous dire ce qui a pu peut-être changer pour vous entre avant de l'avoir mis en place et après l'avoir mis en place, et notamment dans quelle mesure cet outil vous permet aujourd'hui de faciliter l'essaimage, si c'est un enjeu. Ouais, complètement. C'est un peu mon totem perso parce que dès le départ, quand j'étais le premier cordeau du Marsouin, dès le début, dès la première action, je me suis dit, il faut qu'on évalue notre projet. Très rapidement, on va sortir du côté innovant et du camion. Le projet va ne plus être innovant parce qu'il y en aura d'autres et donc il va nous falloir des données. Il va falloir qu'on prouve que la prévention fait économiser au système de santé et qu'il est plus pertinent d'investir sur le champ de la prévention pour les gens, pour leur bien vivre, pour anticiper des maladies, pour plein de choses. Et pour le système de sécurité sociale, ça sera hyper impactant. Donc, on avait un fichier Excel et puis très rapidement, on a eu un jeune qui était en école de codage, un geek, qui faisait du développement d'applications numériques en licence et qui voulait donner du temps dans l'asso, il voulait faire des actions sur le terrain. Mais on lui a dit, mais en fait, si tu fais ça, nous, on a un tableur Excel, on a déjà 1000 dépistages avec des colonnes dans tous les sens, Excel, tout ça, c'est un peu la galère. Et on lui a acheté une tablette. On ne savait pas s'il allait revenir ou s'il allait partir avec, parce qu'il voilà, il avait 24 ans, le préjugé du jeune qu'on avait. Et en fait, il est revenu avec une première version d'une appli qui nous permettait de recueillir des données. Depuis, ce jeune, on l'a pris en stage, il est parti en Erasmus, il est revenu, maintenant il est en CDI chez nous, il a 26 ans, et on développe cette appli pour pouvoir la diffuser à d'autres structures en mode, on lui a même donné un nom, on l'a appelé Mars Impact, en référence avec Mars Attack et ce film de science-fiction un peu déjanté. Et c'était hyper pertinent pour nous parce que ça nous a permis de justifier de l'impact de nos actions, typologie des gens, tranche d'âge, taux d'orientation par typologie d'action réalisée, précarité des personnes rencontrées, nombre de personnes sans médecin traitant. Enfin, globalement, on arrive à faire des tris dans tous les sens je pense que cette approche scientifique de la prévention scientifique dans le sens on veut prouver le modèle, on a donné du crédit dans un concept de prévention où la santé, enfin tous les projets de prévention en santé, souvent recensent juste le nombre de gens rencontrés, avec qui on a discuté, etc. Et là, nous, on a voulu rentrer dans le cœur de la machine. Et aujourd'hui, on a même une thésarde doctorante de la fac de médecine d'Angers, de Nantes, qui bosse sur l'évaluation d'impact et donc du coup l'économie en santé réalisée par nos dispositifs, en s'appuyant sur Harvard, en s'appuyant sur un master en santé mondiale qu'elle a réalisé à Milan devant l'OMS. Enfin bon, bref, on est rentré dans la stratosphère de ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer tout ça. Et je pense que c'est hyper pertinent pour les projets de s'adosser une vraie démarche d'évaluation d'impact, peut-être interne, peut-être externe. Alors externe, ça coûte cher, etc. Mais en tout cas, que ça soit intégré dans nos process de projet. Super, merci. Et on a une question aussi qui est plus en lien avec l'incertitude concernant les subventions que vivent actuellement les acteurs de l'ESS. Est-ce que vous avez mis des choses en place, Nicolas, face à cette incertitude, de vous dire l'année prochaine, ça pourrait fonctionner comme ci ou comme ça, et du coup, on essaye de poser quelques éléments en amont pour sécuriser le fonctionnement? Alors, je n'ai pas de baguette magique. Je crois que notre monde est rempli d'incertitudes.
Je crois que le nombre de premiers ministres, le nombre de ministres de la Santé, le Covid, l'inflation, les politiques locales sont régulièrement remises en question, remises en cause, redéfinies, etc. Et du coup, il n'y a aucune garantie à ce que nos projets fonctionnent. Je vais vous donner un exemple. Je devais signer depuis 3 ans un CEPOM avec la RS Pays de la Loire et c'est la 3e année. Et normalement, cette année, c'était la bonne. Et je viens de recevoir un mail la semaine dernière pour me dire, en fait, on va pas le faire cette année. Vous comprenez bien les conjonctures, tout ça, tout ça. On repart sur un contrat annuel. C'est pas anodin comme réponse, puisqu'on l'avait déjà vécu l'année dernière, et c'est quasi 300 000 euros qui ne sont pas arrivés sur nos comptes pendant 6 mois. Et donc, ils nous ont fait un trou de trésorerie qui était très important et m'ont occasionné quelques cheveux blancs supplémentaires et quelques insomnies pour pouvoir financer ce projet et toute la démarche qui va avec. Et tous les bénévoles, puisque j'en ai pas parlé, mais on a quasi 200 pros de santé qui sont mobilisés dans nos marsouins. Par contre, ce qu'on garde en termes de philosophie, c'est que nous, on ne s'arrête pas aux signaux d'alerte qu'on peut avoir, que ce soit au niveau régional, là en ce moment au Pays de la Loire par exemple, ou auprès de l'ARS, etc. On continue à avancer. On continue à monter des projets dans l'idée d'être innovant, impactant, de tester des modèles, etc. Et de ne jamais s'asseoir sur des acquis. Et c'est en faisant qu'on prouve qu'on est en mouvement. La notion de mouvement, elle est intéressante à questionner dans nos projets, à ne jamais être en mode c'est bon, je crois qu'on a atteint le summum, on est bien, l'autoroute est devant nous, etc. Il faut absolument qu'on re-questionne nos modèles, qu'on approche, qu'on s'autocritique et qu'on monte de nouveaux concepts, de nouveaux projets. Et là, on est en train de porter un projet de camions de soins avec la région Pays de la Loire, en Sarthe. C'est un projet qui est monstrueux pour nous puisqu'on n'a jamais eu un financement public de cette ampleur-là. La région Pays de la Loire nous a donné une enveloppe de 1 million d'euros pour acheter un camion SMI qui s'écarte sur un côté et dans lequel on va avoir 4 cabinets de soins. C'est en Sarthe, c'est dans un territoire rural. On a au départ zéro pro de santé, 0 camion, donc on fait tout construire, on discute avec la faculté d'Angers pour trouver des pros de santé, des internes qui vont venir dans ces territoires ruraux, et c'est parce qu'on a développé une idée ou un concept assez innovant qui intègre des internes, donc en formation, là où il y a besoin de soins, et en partenariat avec la fac, qu'on a trouvé une solution et qu'on reste en mouvement et qu'on avance. Donc, je suis pas de nature à regarder en arrière et en me disant que ça sera dur demain, etc. Plutôt à se dire, bon, allez, comment on fait pour répondre aux enjeux et quels sont les moyens qu'on a besoin pour y arriver. Et d'ailleurs, je l'avais pas dit en prépa, quand on est en réunion de cordeau ou quand on est en réunion d'assaut, je dis toujours à mes équipes, en fait, on ne raisonne jamais par le prisme de l'argent. On réfléchit toujours au sens du projet, à l'ambition qu'on lui donne, et allons chercher l'argent en fonction du projet qu'on aura défini et de notre idéal, et pas l'inverse. Moi, j'avais peut-être une dernière question. Il y avait plus de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à en poser d'autres si vous voulez. Moi, je me demande s'il y avait des porteurs de projets externes qui venaient chercher les marsouins en se disant bah, je suis en Bourgogne, par exemple, j'ai envie de monter une structure comme la vôtre, et dans quelle mesure vous échangez avec eux et comment ça se passe. Ouais, on a quelqu'un qui est chez nous, alors moi ou Karel, qui accueille toutes les demandes. On est dans la transmission de l'information comme Habitage au mieux. Alors, on n'est pas aussi structuré avec des parcours et des promos, mais on y a souvent pensé. On fait des retours d'expérience et en fonction de la maturité de la structure, soit on reste à l'écoute et on veille et on répond à leurs questions au fur et à mesure de leur avancée, soit s'ils ont trouvé des financements, on a aussi du coup une offre d'ingénierie où on fait de l'accompagnement individualisé comme on l'a fait pour la CPTS en Nouvelle-Aquitaine ou
dans le Morbihan ou en Corse. Et là, on a quelqu'un qui, du coup, pendant 6, 8, 12 mois, va accompagner jusqu'au lancement du projet. Et c'est pas un marsouin qui le réalise, c'est leur projet. Et moi, je suis assez favorable à ce qu'il y ait plein d'autres camions de prévention différents, avec d'autres noms, avec d'autres méthodes d'approche, parce que en fait, ça va rendre la filière du marsouin ou de la prévention en règle générale en santé beaucoup plus riche d'expérience. Et ça va nous-mêmes nous questionner sur nos approches. On va être hyper intéressés de voir des choses qui sont faites ailleurs qu'on n'aurait pas imaginé, par exemple. Donc, on accueille volontiers les porteurs de projets. Super, merci Nicolas. Peut-être que je vous redonne la parole, Anaëlle ou Émilie, pour terminer. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, ce qu'on peut faire, c'est peut-être conclure ce webinaire en faisant un petit tour de table des intervenants avec c'est un message clé que vous voulez faire passer ou un conseil que vous voulez rappeler voilà, très rapidement. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ah bah écoutez, moi je me lance parce que je dois bientôt vous laisser. Simplement vous dire que bah voilà, la Fondation RTE est à votre disposition, à disposition des porteurs de projets pour, voilà, pour regarder vos dossiers et vous accompagner dans la mesure du possible. Donc vous avez notre site qui se trouve très facilement et les coordonnées qui seront transmises, je pense, par l'équipe des sentiers. Voilà, bonne journée à tous. Morgane, est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Bah, sans forcément refaire mon intervention, non, juste je pense que les prochains webinaires vont être hyper riches et j'encourage tout le monde à y participer, justement bah, aussi pour creuser toutes ces solutions et toutes ces opportunités qui existent quand on s'implante en milieu rural. Voilà, je voulais en tout cas rappeler qu'il n'y a pas que des défis à surmonter, mais il y a plein de solutions et d'opportunités intéressantes. Je vous encourage aussi à vous rendre sur le site de l'Avise, donc avise.org, où vous retrouverez des ressources, des études si vous cherchez des chiffres, tels ceux que j'ai cités, mais aussi plein de solutions, y compris si on est face à des collectivités, pouvoir leur parler du site Avise, où ils trouveront eux aussi des leviers, des manières de soutenir les projets de ESS en territoire ruraux. Donc voilà, si vous avez un rendez-vous avec une collectivité, ça peut être aussi une piste. Merci Morgane. Est-ce que Cécile, tu veux rajouter un dernier point? Oui, comme ça va rebondir avec ce qu'a dit Nicolas, mais c'est avant tout l'implantation en ruralité, c'est avant tout une aventure humaine, mais je pense que ça l'est aussi dans le milieu urbain. Enfin, je suis un peu d'accord pour dire des fois là, c'est pas forcément plus ça dans la ruralité, et que sur le modèle économique, les financeurs, c'est aussi avant tout une aventure humaine. Et donc, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Nicolas. Les projets, c'est avant tout des projets et pas une recherche de sous. C'est avant tout des projets et pas un budget. Enfin, voilà. Et ça aussi, avec vos partenaires, que ce soit des collectivités ou d'autres partenaires financiers, que l'approche, elle est avant tout de défendre un projet, des valeurs. Et après, effectivement, bah, si on est tous d'accord sur ces valeurs et sur le projet, après, on y cherche les financements. Mais avant tout, penser rencontre humaine, lien et temps. Et le temps. Il faut laisser la place au temps. Et parce que dans l'urgence, en général, c'est plus complexe de faire ces liens et de créer ces relations humaines. Voilà. Merci. Nicolas, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose? Oui, alors j'avais une idée et puis j'ai écouté Cécile et du coup je vais totalement dans son sens. Aventure humaine, la stratégie du temps pour monter un projet, je pense que ça serait un webinaire de 3 heures là-dessus. En fait, le timing, c'est un vrai enjeu. Dans la capacité d'un territoire à accepter un projet, il ne faut pas aller trop vite, il faut arriver au bon moment, il faut pouvoir jouer avec les différents acteurs qui sont dedans. Moi, ce que je voulais peut-être terminer, c'est bien sûr, allez voir sur le site du Marsouin, d'Avossoin, abonnez-vous au réseau, suivez l'actu. Ça nous permet aussi d'avoir une communauté plus large et de défendre un idéal. Ça, c'est important. Chaque fois, on me le dit, il faut que je le dise, du coup, je le répète. Et globalement, je crois il y a un truc qui est important dans les projets, c'est que tout le monde va avoir une idée sur votre projet. Ah oui, il faudrait faire ça, ou tu pourrais peut-être faire ça, etc. Et du coup, vous devez être à l'écoute, mais comme
un bon capitaine, il faut quand même garder une ligne directrice et un ADN clair pour que ça soit pas mouvant. Je vois beaucoup de projets qui, en fonction des opportunités, changent le projet pour pouvoir aboutir à la finalité. Mais au final, l'image que vous renvoyez et même le sens que vous donnez à votre action, bah, il s'étiole au fur et à mesure du temps. Donc, être à l'écoute, voir ce qui peut être important et pertinent à mettre en place parce que du coup, ça correspond à votre projet, c'est une certitude. Mais garder une ligne et un idéal pour être audible et voilà. Merci beaucoup. De notre côté, peut-être un dernier mot sur deux éléments. Déjà, le fait que le programme Les Sentiers, du coup, sera renouvelé l'année prochaine. Donc, il y a une nouvelle promotion. Si vous êtes intéressé par le programme d'accompagnement à l'implantation dans un nouveau territoire rural, n'hésitez pas à rester à l'écoute. Si vous avez des questions, on reste juste après. Et deuxièmement, il y a 2 autres webinaires, comme Morgane l'a dit. Il y a 2 autres webinaires qui vont arriver. Un qui sera le 6 février et l'autre le 3 avril, il me semble, c'est ça, qui seront aussi sur les thématiques du financement et un peu, enfin le prochain du coup en février sera plus spécifique sur les modalités de financement, donc typiquement les fonds leaders, l'accès au foncier en ruralité. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre LinkedIn, notre site, avec les liens d'inscription, etc. N'hésitez pas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses, Émilie? Peut-être remercier. Ouais. Vas-y, Émilie. Non, c'était pour dire que c'était bien le 3 avril et puis de dire merci à tous pour Merci aux intervenants pour leur participation et leurs témoignages super intéressants. Et merci aux participants de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et juste avant que les gens filent, je continue mon lobbying pour, si vous avez 1 minute pour remplir un petit questionnaire que j'ai posté 8 fois dans le chat, ce serait parfait. Je vous remercie. Je le Merci reposte beaucoup. 9 fois. Merci à toutes et tous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne fin de journée. Merci, Au revoir. au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.